Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui, je m'entretiens avec le professeur Hannes Jung, professeur émérite allemand de l'Université de Hambourg, membre du personnel du DESI, membre du CERN et fondateur de Science for Peace. Le forum Science for Peace cherche à promouvoir l'idée de la collaboration scientifique comme moteur de la paix. Il a été créé peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, en réaction à la décision du CERN et du DESI de mettre fin à leur collaboration avec la Russie et la Biélorussie. Ce sont leurs activités que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Donc, professeur Jung, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'offrir l'opportunité de parler du Forum Sciences pour la paix, ici aux études sur la neutralité. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Eh bien, merci de prendre le temps et aussi pour votre initiative. Je pense que nous n'avons jamais eu autant besoin de voix pour la paix, d'où qu'elles viennent qu'en ce moment. Pouvez-vous peut-être nous parler de Science for Peace, de ce que vous y faites et de la nature du problème? Parce qu'il semble que la science était censée connecter le monde. Mais aujourd'hui, même de nombreuses institutions scientifiques coupent ou ont coupé leurs liens et ne les rétablissent pas, n'est-ce pas? Oui. Donc, le Forum Sciences pour la paix a été créé en réaction aux sanctions imposées par l'Allemagne et de nombreux pays européens, ainsi que par des institutions scientifiques, après l'invasion des troupes russes sur le territoire ukrainien en 2022. Je pense que c'était la première fois que la coopération et la collaboration scientifique étaient remises en question, du moins la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque la coopération scientifique avait été instaurée et considérée comme un moyen de collaborer et de dialoguer, même au-delà des frontières politiques. Par exemple, le CERN a été fondé en 1954, après la Seconde Guerre mondiale, par des scientifiques issus de pays qui avaient été en guerre les uns contre les autres, seulement quelques années auparavant. Et il a été construit sur l'idée que la recherche scientifique devait être menée indépendamment des frontières politiques. Et il faut utiliser cela comme un moyen de pouvoir dialoguer et de construire des ponts. De la même manière, c'était le cas avec le Centre de recherche de Hambourg, au DESI, où j'ai travaillé pendant longtemps, qui a été fondé en 1959 comme Centre national de recherche. Il s'appelait Deutsches Elektronensynchrotron. C'est un centre d'accélérateur construit à l'origine pour la physique des particules. Dès les tout débuts, il y avait déjà des coopérations à l'époque avec la République démocratique allemande et avec des scientifiques russes. Ainsi, même pendant la guerre froide, la communication était possible et établie. Tout cela a été immédiatement interrompu après l'invasion des troupes russes sur le territoire ukrainien en 2022. Et cela a été une grande surprise pour beaucoup d'entre nous, simplement parce que nous travaillions ensemble, que nous avions une très bonne coopération et collaboration. Et puis, du jour au lendemain, la coopération a été coupée. Il en est résulté que des personnes venant de Russie ont dû quitter l'Institut. Leurs adresses e-mail ont été coupées. Ils n'étaient plus autorisés à participer. Et cela est allé encore plus loin. Les publications conjointes avec des scientifiques russes n'étaient plus autorisées. Cela continue encore aujourd'hui. Lors de conférences où des scientifiques russes participent avec l'affiliation d'une université russe, la participation du personnel, des personnes et des membres du DESI n'est pas autorisée. Il y a donc des dommages importants causés à la coopération avec des scientifiques du monde entier. Et cela s'est également poursuivi au CERN. Le CERN a été un peu plus modéré au début. Il a simplement mis la coopération en pause et n'a pas coupé tous les liens. Mais ensuite, à la fin de 2024, les accords de coopération avec les instituts et universités russes n'ont pas été prolongés.
Les contrats arrivaient à expiration et n'ont pas été renouvelés. Seul l'accord de coopération avec l'Institut conjoint de recherche nucléaire près de Dubna, qui est également un institut international, a été maintenu, toujours sous sanctions et restrictions. Cela signifiait que toutes les contributions des scientifiques russes au grand collisionneur de Hadron, le LHC, ainsi qu'aux expériences, ont été interrompues et tous les investissements financiers de la Russie ont dû être remplacés. De plus, les connaissances et les contributions des scientifiques russes à l'analyse des données, ainsi qu'à la compréhension des grands détecteurs, ont dû être remplacées. Ils jouaient un rôle très important dans le développement et la compréhension des détecteurs et des mesures, et cela a dû être remplacé immédiatement. Cela a également créé beaucoup de frustration parmi les collègues russes, car nous travaillions bien ensemble jusqu'en 2022. Ensuite, ces sanctions ont été imposées, et 2 ans plus tard, ils ont été essentiellement exclus de la coopération. Cela a bien sûr des conséquences dramatiques pour la coopération scientifique en général, mais aussi pour les projets futurs, car quel pays voudrait participer à un programme ou projet scientifique commun? Investir des ressources, investir beaucoup d'argent, s'il craint qu'à un moment donné, il puisse être exclu pour des raisons politiques. Il faut aussi replacer cela dans le contexte où le CERN et l'expérience coopèrent avec Israël. Israël est un État membre du CERN, et Israël mène actuellement une guerre terrible contre la population de Gaza et de la Cisjordanie. Il n'y a absolument aucune discussion sur le fait de savoir si cela est toujours conforme au contrat qu'Israël a avec le CERN, ou même si des connaissances acquises au CERN sont utilisées et peut-être appliquées dans la guerre. Pour être clair, je suis très opposé aux sanctions et aux restrictions dans les échanges scientifiques. Et je suis également contre le fait de sanctionner la science et les échanges scientifiques avec Israël. Bien sûr, il faut que cela reste une communication et une coopération non militaire. Mais si cela est garanti, alors nous ne devrions couper aucun lien scientifique. Mais au minimum, il devrait être possible de se parler et de dire que ce qui se passe au nom de l'État d'Israël n'est pas acceptable pour d'autres scientifiques. Par exemple, il existe une initiative très intéressante en Israël, portée par des universitaires israéliens, appelée l'initiative Black Flag, qui vient de l'intérieur des universités. Ils trouvent des mots très clairs contre la guerre à Gaza et disent « Nous ne pouvons pas prétendre que nous ne savions pas ce qui se passe ». Ils appellent avec force à l'arrêt de cette guerre, car ils craignent qu'elle ne nuise à la réputation de toute la société à l'avenir. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut soutenir très fermement. C'est une tragédie que d'un côté, il y ait eu une réaction immédiate à la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, mais qu'il n'y ait absolument aucune réaction face à la guerre, désormais longue, menée contre la population de Gaza. C'est donc une forme de tragédie et le signe d'un double standard très dramatique, d'une double morale, dans les institutions scientifiques à l'heure actuelle, en particulier dans les institutions scientifiques occidentales. Oui, c'est clairement un double standard. Et c'est un autre exemple où les institutions occidentales sont intégrées dans le système de pouvoir occidental. D'une certaine manière, le CERN ne devrait pas être une institution occidentale. Le CERN devrait être une institution internationale, une institution scientifique internationale. Il est situé en Suisse et devrait collaborer avec tout le monde. Mais ce que nous voyons, c'est qu'au niveau politique, il semble être intégré non seulement dans le système de valeurs, mais aussi dans les structures de pouvoir politiques de l'Occident. Oui, exactement.
C'est aussi ce qui a choqué tant d'entre nous, car nous pensions tous qu'au moins le CERN devait rester en dehors de ces débats politiques. Et dans toute son histoire, le CERN n'a imposé des sanctions qu'aux scientifiques serbes et monténégrins pendant la guerre de Yougoslavie, et ils n'étaient plus autorisés à participer au CERN, mais cela reposait sur une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. On peut toujours se demander si cela était approprié et correct, mais c'était d'un tout autre ordre. Aujourd'hui, il n'y a aucune décision, aucune résolution du Conseil de sécurité ou des Nations unies pour sanctionner quoi que ce soit dans le domaine scientifique. Pour moi, cela a vraiment marqué une rupture dans la politique des institutions scientifiques internationales. Et il reste difficile de comprendre quel est le véritable objectif derrière cela, car couper la coopération scientifique avec les institutions russes n'a rien changé à la guerre contre l'Ukraine. Ce n'était qu'une réaction symbolique, même si de nombreux scientifiques russes ont immédiatement lancé une campagne de signature, une pétition, contre la guerre. Ils se sont donc clairement opposés à la guerre. Maintenant, ils sont obligés de rentrer et rencontrent également des difficultés dans leur propre pays. Au final, c'est une mesure très contre-productive qui a été prise. Oui, la situation ne s'est pas améliorée jusqu'à présent. On espérait que les gens pourraient encore participer au CERN via une affiliation avec l'Institut conjoint de recherche nucléaire, le GINER, près de Moscou. Mais cela a également été clarifié maintenant. Il n'y a qu'une politique très stricte. Seules les personnes ayant une affiliation exclusive à cet institut sont en mesure et autorisées à participer au CERN, et non celles qui ont une affiliation supplémentaire et qui conservent encore leur affiliation avec des universités russes. Il existe donc une politique très restrictive, et ce n'est pas compréhensible. Bien sûr, le Conseil du CERN, qui a pris la décision, représente dans une certaine mesure les opinions politiques des différents États. Il y a un représentant politique et un représentant scientifique de chaque État membre. Mais en principe, la direction aurait pu dire « Non, nous ne suivons pas la décision du Conseil du CERN. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous croyons aux valeurs auxquelles nous croyions auparavant et nous nous y opposons. » Cela aurait au moins été un signe. Mais le fait de simplement l'accepter et de dire « D'accord, alors c'est… » Mais pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne le CERN? Donc son siège est à Genève. Et comment est-il administré au niveau politique? Aucun décideur russe ou chinois ne faisait-il partie du conseil d'administration du CERN? Non. Le CERN est une organisation européenne, une institution internationale à l'échelle de l'Europe. Il y a maintenant, je crois, 23 États membres, principalement issus de pays européens. Il existe des États observateurs, comme les États-Unis. La Russie était également un État observateur. Mais ils n'ont aucune influence sur les décisions du Conseil du CERN. Le Conseil du CERN est composé de représentants des États membres, et il examine le programme scientifique du CERN, ainsi que les décisions concernant l'orientation de la politique. La direction du CERN est essentiellement tenue de suivre les positions du Conseil du CERN. Mais bien sûr, ils devraient avoir la possibilité d'exprimer leur propre point de vue et aussi pouvoir critiquer s'ils estiment que le Conseil prend une décision différente. Et il était un peu surprenant qu'il n'y ait eu aucune déclaration publique de la part de quiconque dans la direction à ce sujet. C'était un peu différent au DESI, par exemple. Le DESI est géré comme un institut national, et là, la direction elle-même a exprimé sa volonté d'appliquer ces sanctions contre les scientifiques russes. Il y a donc eu au moins un reflet de l'opinion du directeur au DESI, même s'il y a eu immédiatement une campagne de protestation contre cette décision.
où de nombreux scientifiques ont déclaré qu'ils voyaient les choses différemment et étaient strictement opposés à la sanction des collègues russes. Mais en gros, le CERN, bien que n'étant pas une institution politique, dépend évidemment beaucoup du financement. Savez-vous s'il a été question ou s'il y a eu des discussions concernant une éventuelle réduction du financement des États européens au CERN au cas où ils ne respecteraient pas ces restrictions? Je ne pense pas que cela ait été dit de cette façon. Mais bien sûr, les gens savent qui paie combien au CERN et quel pays paie combien au CERN. Et si un ou plusieurs des États qui versent les plus grandes contributions expriment une opinion politique, il est clair que cela a du poids et que cela a un poids différent de celui d'un État qui paie beaucoup moins. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire « Si vous ne suivez pas ce que nous pensons, alors nous couperons ». Il est évident qu'il y aura des conséquences si des décisions sont prises contre la volonté explicite des principaux partenaires. Grand pays donateur. Mais dans l'ensemble, ce que vous dites, c'est que la décision de rompre les liens avec la Russie a essentiellement été prise par le CERN après qu'il soit devenu évident que dans le contexte politique actuel, la Russie devait être exclue de tous ces différents niveaux de la société en Europe. Et le CERN n'a fait que suivre cette tendance. Ce n'était pas nécessairement une intervention de l'Union européenne ou de quelqu'un qui aurait dit, par exemple, « espère au CERN ». Non, je pense qu'il n'y a pas eu d'intervention directe de la part des instances européennes, ni des gouvernements. Il y a eu une réaction immédiate en 2022, et il était déjà positif que le Conseil ait décidé de maintenir la coopération avec cet institut en Russie. À ce moment-là, nous avions l'espoir que les choses s'amélioreraient avec le temps, mais il semble que ce ne soit pas le cas, car il existe toujours ces restrictions très strictes. Je pense que c'était principalement une décision des responsables politiques, mais il y avait aussi des inquiétudes du côté des scientifiques. Il y a eu un mouvement assez important contre la rupture des liens, car les gens travaillaient ensemble depuis des décennies, très longtemps. Il y a toujours eu des échanges. Par exemple, il existe une documentation au CERN où il relate la collaboration positive et fructueuse avec l'Union soviétique de l'époque, remontant à 1956. C'est une longue tradition de coopération, même lorsqu'il y avait des tensions politiques pendant la guerre froide. Et cela a toujours été perçu comme quelque chose de très positif, que l'on puisse se parler, échanger des idées, et aussi essayer de comprendre ce que pensaient les autres. Je crois que c'est aussi ce qui a rendu le CERN si attractif pour les jeunes étudiants. Je me souviens que lorsque j'étais étudiant et que je suis venu au CERN pour la première fois, j'étais fasciné de pouvoir soudainement parler à des gens de Russie, de Pologne, de la RDA. C'était à l'époque, avant 1989. C'était tout simplement fascinant. Je pouvais m'asseoir à la cafétéria, boire un café ou un verre de vin et parler de physique, mais aussi de questions politiques. C'était incroyable que cela soit possible. Je crois que cette fascination était partagée par beaucoup de gens, que l'on pensait que c'est là qu'il fallait aller. Nous devrions nous parler, essayer de nous comprendre. Même si nous avons des points de vue différents, nous devrions écouter et essayer de comprendre pourquoi tu penses ainsi. Et donner des arguments pour expliquer pourquoi quelqu'un d'autre pense différemment. Mais nous devrions pouvoir discuter. Il y avait une atmosphère de « Waouh, c'est comme ça que ça devrait être ». Et puis ce fut un choc quand tout cela a été brusquement interrompu.
Bien sûr, ce que vous décrivez me semble tout à fait raisonnable. Que les scientifiques et les gens ordinaires aient un intérêt à réellement connaître les points de vue de ceux qu'on ne peut généralement pas rencontrer. Et donc, en ce sens, ce que nous voyons aujourd'hui est pire que la guerre froide. L'atmosphère générale est bien plus toxique maintenant qu'elle ne l'était même dans les années 60 et 70. Mais cela signifie aussi pour moi que la façon d'expliquer cela d'un point de vue des sciences sociales, c'est que cela fait partie de la logique de la guerre. Ce n'est pas seulement une décision politique, c'est un phénomène sociétal qui appartient à la montée en puissance, à l'endurcissement total et à la dissociation de ces nations. Et cela est bien sûr extrêmement dangereux. Oui, exactement. Yes, exactly, exactly. Yes, I mean, this is the whole problematic. C'est tout le problème en ce moment. Instead of trying to Au lieu d'essayer au moins d'écouter l'autre camp et de tenter de comprendre, il y a davantage une attitude du type « Non, on ne se parle pas ». Et ce n'est pas la bonne voie. C'est bien sûr un non-sens scientifique complet et une catastrophe. Cela ne peut mener à aucune solution fructueuse si l'on n'écoute pas l'autre. Je veux dire, tous les grands conflits, toutes les guerres, ont pris fin au moins en écoutant les autres. On constate qu'il existe des intérêts et en essayant de commencer à preach per du Thungbro et yeah, how it can be resolved. So this is really a big disaster. And c'est vraiment une grande catastrophe. Je pense que, même si l'impact est plutôt limité, ce que fait le Forum Sciences pour la paix est généralement important. Je crois qu'il est très important de maintenir ces liens, de parler avec d'autres personnes. Au Forum Sciences pour la paix, par exemple, il y a des personnes de Russie, il y a des personnes de pays européens, mais il y a aussi des personnes d'Ukraine. Et bien sûr, les gens ont des opinions différentes de ci, mais c'est un forum où l'on peut discuter, échanger et essayer de comprendre. Et cela, à mon avis, est absolument essentiel. this, I think, is absolutely essential. C'est vrai. Alors dites-moi, comment Science for Peace est-elle organisée? Comment rendez-vous à nouveau possible les discussions entre scientifiques russes, ukrainiens, européens et chinois? I mean, it's organized in a very C'est organisé de manière très informelle. En gros, toute personne intéressée peut s'abonner au forum et participer. Les discussions portent simplement sur différents sujets, avec des personnes de différents pays qui participent et donnent leur avis. Bien sûr, nous veillons à ce que les échanges se déroulent de façon respectueuse et acceptable. Mais si des gens ont des opinions différentes, il est aussi normal de l'exprimer, et cela arrive. Je pense que c'est tout à fait positif, car cela aide aussi à comprendre le point de vue de l'autre. Si nous restons enfermés dans notre propre bulle, if we just keep in our own bubble, it's bad. Désolé, je vais revenir un peu sur l'aspect politique, puis nous reviendrons à Science for Peace. Mais une partie du problème, bien sûr, c'est que l'état d'esprit actuel en Occident, et surtout en Europe, est que les discussions avec la Russie doivent être interrompues comme une forme de punition, comme une forme de pression. Et parce que tout ce que disent les Russes ou la Russie est considéré comme un mensonge, n'est-ce pas? Donc, c'est qualifié de discours de Poutine. Et cela va jusqu'à ce que même des déclarations factuelles soient rejetées comme des éléments de langage. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si Vladimir Poutine pouvait détruire toute l'Union européenne, ou tout simplement en déclarant publiquement demain que 2 plus 2 font 4, cela nous obligerait à changer nos modèles mathématiques. On n'en est pas là. Mais même les énoncés factuels ne sont plus acceptables aujourd'hui. Il s'agit d'un durcissement, non seulement au niveau politique, mais aussi d'un durcissement de la société européenne face à cet ennemi à l'Est. Et c'est extrêmement malsain pour la société. Absolument, absolument, oui. Désolé, il n'y avait pas de questions, mais peut-être avez-vous des réflexions à partager. Yes, I mean, this is
Oui, je veux dire, cela se produit aussi dans une certaine mesure dans la communication scientifique. Après le traitement plutôt injuste et discriminatoire des scientifiques russes, ils sont eux aussi extrêmement frustrés par ce qui s'est passé, car ils ne croyaient pas non plus que cela arriverait. Je suis presque certain qu'ils pensaient tous qu'une telle décision du Conseil du CERN et du CERN lui-même n'aurait jamais lieu. Ils ont peut-être pensé, cela pourrait être une déclaration, mais nous ne serons jamais exclus et traités comme persona non grata. Et puis c'est arrivé. C'est aussi incroyable. J'ai travaillé avec des personnes sur une publication, dans une expérience, etc. Et soudain, ces personnes ne sont plus autorisées à participer à la discussion parce qu'elles n'ont plus accès aux données. They have no longer access to the data. I mean, this is also from Je veux dire, c'est aussi d'un point de vue scientifique ou intellectuel une catastrophe. Cela signifie que la propriété intellectuelle est remise en question. Toutes les contributions que ces personnes ont apportées à l'entreprise commune sont certainement « on s'en fiche ». Ce n'est pas seulement notre réputation qui est en jeu, ça crée aussi une énorme frustration de l'autre côté, où pas mal de gens ont déjà dit que, même si le CERN changeait maintenant, ils ne voudraient pas revenir. Oui, le mal est fait. Il faudra des années pour surmonter cela. Il est facile de couper les liens, mais bâtir la confiance et la coopération, cela prend beaucoup de temps. Et par exemple, les étudiants d'été ou les jeunes ne sont plus autorisés à participer au programme d'été pour étudiants au CERN ou au DESY. Ce sont des personnes qui sont sur le point de terminer leurs études universitaires, dans la vingtaine. Quel message cela envoie-t-il à ces jeunes qu'ils ne sont pas les bienvenus, qu'ils n'ont pas le droit de participer à un programme d'échange qui est si utile et si bénéfique pour la coopération scientifique? Et ce sont ces personnes qui pourraient potentiellement devenir des leaders scientifiques dans 20 ou 30 ans. Je suis sûr qu'ils se souviendront de la façon dont ils ont été traités. C'est donc vraiment une catastrophe totale. Et je pense qu'il est extrêmement important de maintenir les liens scientifiques, et même à très petite échelle, de préserver la coopération et la communication, afin que tout cela ne soit pas simplement perdu, mais ait un avenir. Non, tu as tout à fait raison. Je veux dire, d'un côté, nous voyons cela comme un phénomène de société. D'un autre côté, c'est quelque chose induit par la pression de l'État ou une pression sociale perçue. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire. Je dois souligner que, bien que le Japon soit généralement considéré comme faisant partie de l'Occident, le Japon ne fait pas cela. Mon institut a embauché un chercheur russe l'année dernière. J'ai une collègue russe qui était ici il y a 2 ans, en 2023, pour un semestre. Le Japon ne fait pas cela. C'est une chose européenne, anglo-américaine, américano-européenne. Oui, c'est exactement ça. Je veux dire, c'est absolument vrai, et c'est bien que vous le souligniez, car il y a également eu une coopération avec Kekkei, avec le Japon, le collisionneur électron-positron, où des personnes de DESY et d'autres pays participent, et ils ont clairement dit qu'ils n'imposaient aucune sanction dans l'expérience. Donc il existe une voie, et il y a des possibilités de dire non, nous ne suivons pas cela. Et c'est extrêmement positif, et un outil extrêmement précieux pour maintenir les liens ouverts. La question pour nous est, que pouvons-nous faire en tant que scientifiques sur le terrain? Et vous avez déjà une initiative maintenant, Science for Peace. C'est un forum, une page d'accueil. Je mettrai bien sûr un lien vers cela. Je travaille avec d'autres, parmi lesquels Jeffrey Sachs, à la création d'une initiative similaire, un forum pour que les intellectuels et les universitaires puissent échanger et, espérons-le, l'ouvrir aussi à une plus grande échelle. Mais nous avons besoin d'activités de terrain
pour recréer des liens qui ont été brisés, et brisés par des mécanismes sociétaux en réalité, pas seulement par les gouvernements, mais par une sorte de manie, une manie européenne qui s'oppose à toute forme de coopération et de lien, n'est-ce pas? Les liens entre les personnes. Oui, tout à fait. Right, right. I mean, there are also positive counterexamples. For example, Il existe également des contre-exemples positifs. Par exemple, nous venons de lancer, ou nous sommes sur le point de lancer, un atelier sur la physique des particules, un atelier purement scientifique, qui dans sa définition précise qu'il n'y aura aucune restriction et qu'il se déroulera entièrement en ligne, afin que des personnes de pays qui normalement ne peuvent pas participer à ce type d'événement puissent le faire et contribuer. Et de façon surprenante, pour moi c'était un peu une surprise. Cet atelier a reçu de nombreuses réactions positives. Les gens ont dit « Oh, c'est bien, c'est exactement ce dont nous avons besoin ». Réactions positives, européennes, allemandes. Européennes, oui, mais aussi d'autres pays. Le fait qu'ils aient la possibilité de participer. Et cet atelier n'est rattaché à aucune institution de recherche. Nous l'avons rendu totalement indépendant, à l'initiative de scientifiques qui sont bien sûr liés à des institutions de recherche, mais inhébergés par aucune d'entre elles. Elle n'est soutenue financièrement par aucune institution de recherche, donc elles ne peuvent imposer aucune restriction. Et je pense que cela a été très essentiel pour nous. Et maintenant, nous avons même reçu de très belles propositions pour publier les actes de ces ateliers. Je pense que c'est au moins une activité de scientifiques agissant à l'encontre de la politique de leurs institutions de recherche pour dire « Non, nous voulons faire de la science ensemble et nous voulons encore communiquer sans restriction et sans traiter certaines personnes différemment des autres. » Donc, cela, je pense, est un exemple plutôt positif où l'on peut faire quelque chose. Et je crois qu'il devient de plus en plus important que des initiatives venant des scientifiques eux-mêmes ou des gens eux-mêmes commencent indépendamment des restrictions gouvernementales ou politiques, que les gens disent simplement eux-mêmes « Non, nous ne suivons pas cela. Nous voulons autre chose. » Oui, et nous devons aussi construire ces plateformes. Cet atelier dont tu parles, où a-t-il lieu? Est-ce en présentiel ou en ligne? Non, c'est entièrement en ligne. C'est entièrement en ligne. La question pour nous est de savoir si nous devrions essayer de créer des plateformes en ligne qui seraient résilientes face à ce type de situation, non seulement face à des politiques individuelles, mais aussi face au conflit lui-même, de sorte qu'il s'agisse d'un système décentralisé, toujours accessible aux personnes qui souhaitent continuer à participer. Je pense que ce serait nécessaire, n'est-ce pas? Ce serait excellent, oui. C'est l'un des problèmes actuellement. Cela n'existe pas encore sous cette forme, et il y a pas mal d'aspects techniques à régler. Mais quelque chose de ce genre serait excellent. Quelque chose comme un système de partage de fichiers décentralisé, mais sous forme de réseau social auquel les gens pourraient continuer d'accéder. Parce que le problème, même actuellement, c'est que la technologie disponible est toujours liée à certains endroits. Et si l'interrupteur est coupé, alors tout disparaît. Oui, oui, oui. Il y a aussi autre chose dont nous venons tout juste de commencer à discuter lors du Forum Sciences pour la paix. Pour l'instant, nous nous contentions surtout de rejeter les changements de politique et de dire que la manière dont les choses étaient traitées auparavant était bien meilleure que ce qui se fait actuellement. C'est bien sûr une bonne attitude pour le moment, mais il n'est pas très constructif de se limiter à une déclaration du type « Nous sommes contre cette décision politique ». Ce que nous discutons maintenant, c'est la création d'un forum, l'organisation d'une conférence ou d'un atelier où nous rassemblerions des personnes de pratiquement tous les pays,
non pas au niveau politique, mais peut-être au niveau scientifique, afin d'élaborer un programme positif. Quel est notre objectif pour l'avenir? Comment voulons-nous tous vivre ensemble à l'avenir et comment y parvenir? D'abord, indépendamment de la manière dont cela peut être réalisé politiquement, mais simplement pour avoir une mission claire. Comment cela peut-il être fait? Une image de l'avenir, une image positive d'un avenir pacifique qui va bien au-delà de la simple plainte. C'est tout à fait exact. Oui, oui. Et je veux dire, il faut aussi que ce soit clair que cela ne doit pas venir de l'Europe, des pays occidentaux, ou simplement des pays industrialisés qui diraient « cela doit se faire de cette manière et les autres doivent suivre ». Cela doit être discuté sur un pied d'égalité, avec acceptation et respect pour chaque groupe, pour tout le monde. Alors nous pourrons développer une vision applicable à l'ensemble du monde. Et non seulement à une partie du monde, ou simplement au monde industrialisé. Bien sûr, c'est une tâche immense, mais je pense qu'il est important d'avoir un objectif clair et bien défini. Ensuite, nous pourrons discuter de la manière d'y parvenir et des étapes nécessaires pour l'atteindre. Tu as tout à fait raison à ce sujet. Et je pense aussi que c'est le bon moment pour agir, car ça fait 3 ans que nous sommes, en quelque sorte, sous le choc, à essayer de comprendre ce qui nous arrive socialement à travers ces forces de guerre. Ce sont des forces de guerre. C'est le prélude à une guerre totale, une guerre encore plus vaste. Je veux dire, il y a déjà une guerre en cours. Mais comme pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, cela peut s'étendre. Ces choses peuvent prendre de l'ampleur. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons avoir une 3e guerre mondiale. Ce que nous voyons actuellement en est le prélude. C'est maintenant qu'il faudrait vraiment essayer de lutter contre cela, avec des visions positives de collaboration. Les scientifiques pourraient être une force neutre très importante, et les universitaires une force essentielle pour créer ces plateformes et nous rassembler à nouveau. Exactement. Exactement. Oui, je pense que les scientifiques ou les chercheurs en sciences naturelles devraient jouer un rôle important, mais toutes les autres branches de la science devraient également y participer. Il n'y a pas que les sciences naturelles qui sont importantes, mais aussi les sciences sociales et économiques qui devraient aussi contribuer. L'idée est vraiment de rassembler des personnes de tous les domaines, avec toutes leurs expériences différentes, afin d'élaborer une sorte de concept pour l'avenir. Oui, et quelque chose, je veux dire, ce qui est bien avec les scientifiques et les universitaires en général, c'est qu'ils sont souvent motivés non pas par l'argent, mais par le désir de savoir, de comprendre les choses. Donc si nous créons un forum, ou si nous établissons des connexions qui permettent une collaboration structurée pour résoudre des problèmes, cela créerait une motivation intrinsèque très forte à utiliser de telles plateformes. Simplement pour faire avancer la recherche, n'est-ce pas? Il n'existe rien de tel pour l'instant, n'est-ce pas? Nous n'avons pas ce genre de plateforme sociale. Pas à ma connaissance. Je ne sais tout simplement pas. Bien sûr, il faudrait enquêter, mais je ne sais pas. Non, non. Et vous savez, j'ai vraiment le sentiment que nos collègues russes pourraient peut-être nous aider à ce sujet. Car je dois dire, en tant que scientifique social de mon côté, que certaines des contributions les plus importantes au savoir mondial proviennent de la sphère russe ou de l'ex-Union soviétique, à travers des plateformes comme Sci-Hub et Library Genesis. Toutes ces soi-disant pages pirates rendent à nouveau le savoir scientifique accessible parce que le capitalisme occidental l'a enfermé derrière des paywalls. Il est très important que nous ayons ces sites pirates qui ont tous en fait été lancés au Kazakhstan et en Russie.
C'est une manière très importante de diffuser le savoir. Je ne sais pas pour vous, mais j'utilise SciHub et Library Genesis presque tous les jours. Ils sont très importants. D'accord. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais d'accord. C'est une bonne suggestion. Oui. Quoi qu'il en soit, c'est un autre débat aussi. Mais oui, nous devons trouver comment protéger le monde académique et les échanges entre universitaires et scientifiques des passions politiques et des passions de la société en ce moment. C'est quelque chose qui nous manque. Même le CERN en est aujourd'hui une victime typique en tant qu'institution, n'est-ce pas? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Yes, definitely, yes, yes. Yes. So it's, yeah. Oui. Je pense que nous devrions vraiment essayer de lancer cela et de travailler à une vision pour l'avenir qui soit clairement opposée à toute forme de mur, selon moi, et qui doivent également respecter clairement les lois internationales et renforcer, même s'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites mieux, renforcer aussi quelque chose comme les Nations Unies et ces organisations issues des Nations Unies. Cela représente, à mon avis, au moins un forum où il existe encore un certain échange et où des choses peuvent se produire. Je pense qu'il faut vraiment utiliser toutes ces structures et construire quelque chose pour l'avenir. Oui, et quelque chose de distribué. Quelque chose où en fait tous les membres de tous les États ont une part égale. Donc, il ne sera plus aussi facile de le démanteler, comme c'est le cas actuellement, où la science occidentale déconstruit essentiellement le système que nous avons, parce qu'il est construit autour des mêmes structures de pouvoir. Professeur Young, c'est très intéressant et je suis très heureux que vous fassiez cela. Je vais également vous inviter à nos prochaines réunions privées que nous organiserons avec notre groupe de chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur des questions similaires. Les personnes qui souhaitent rejoindre votre initiative Sciences pour la paix devraient se rendre sur la page d'accueil que je vais partager. Y a-t-il un autre endroit où vous aimeriez que les gens trouvent plus de ressources? Je veux dire, sur la page web, tout ce que nous avons est disponible. Il y a une adresse de contact, donc les gens peuvent me contacter directement ou simplement s'abonner à la liste de diffusion. Toutes les informations sont données sur la page web. C'est donc l'endroit central pour obtenir des informations sur Science for Peace. D'accord, je vais inclure tout cela dans la description de cette vidéo. Nous allons également traduire cette vidéo en 10 autres langues, dont l'allemand, le français, le chinois et le russe. J'espère que vous pourrez aussi la diffuser auprès de ces publics afin qu'elle puisse circuler là-bas, car ce que nous devons faire, c'est rétablir les liens qui ont été brisés par des forces très malheureuses. Professeur Young, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Professor Young, thank you very much for your time today. Merci beaucoup pour votre temps et pour l'opportunité de prendre la parole lors des études sur la neutralité. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Je vous en prie. À la prochaine. Merci. Thanks.